Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, ici la Perceline du futur, la Perceline du montage. Alors comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai une mèche rebelle sur le front. Mèche rebelle qui disparaîtra au moment où Scrooge disparaîtra aussi de la vidéo. Voilà, comme j'avais pas envie de refilmer toute une vidéo juste pour une mèche de cheveux, eh bien moi je vais faire avec au montage et vous allez faire avec au visionnage pour l'instant. Au revoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur mes envies lecture en 2022. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire, une vidéo en général que vous aimez bien regarder. Petit Scrooge, je ne comprends pas pourquoi je parle à une caméra. Voilà, donc j'espère que ça fera plus de vues comme il y a un corgi sur la vidéo. Donc c'est une vidéo que j'aurais souhaité pouvoir vous faire au mois de janvier, mais il s'est trouvé que le mois de janvier, j'ai pas eu le temps de me poser pour faire cette vidéo. Là, aujourd'hui, tout début février, j'ai le temps, là, ce matin, pour pouvoir vous filmer cette vidéo envie lecture, qui est quand même assez conséquente parce que, comme tous les ans, je fais une énorme palle et je n'en lis pas la moitié. Voilà, vous pourrez le constater dans mes anciennes vidéos envie lecture. C'est parti pour ma vidéo envie lecture de 2022. En 2022, j'ai très envie de renouer avec la fantasy, avec les genres de l'imaginaire. Si vous me suivez depuis très longtemps et si vous me suiviez sur mon ancienne chaîne, en fait vous savez que j'ai redécouvert l'imaginaire durant mes études, en fait à la fin du lycée, vraiment durant mes études, même si j'ai toujours été très sensible au merveilleux, à l'imaginaire, oui monsieur, et que tout ce qui est lecture de fantasy, par contre de grandes sagas de fantasy, ben je ne les ai jamais faites. Et avec mon ami John Smith Légendarion, nous avons décidé de créer un club de lecture autour des grandes sagas de fantasy pour découvrir les premiers tomes ensemble de ces sagas. Et on commence là au mois de février avec le premier tome de Terre-Mère d'Ursula Le Guin, et on vous a expliqué tout ça dans la précédente vidéo de la chaîne que je vous mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc pendant 2 mois là, de février à fin mars, on va lire Terre-Mère d'Ursula Le Guin, le premier tome, et on a beaucoup de listes de premiers tomes de saga à lire durant cette année, dont les livres dont je vous ai déjà parlé l'année dernière par exemple, comme Les Annales de la Compagnie Noire, La Roue du Temps, ce genre de choses. J'aimerais aussi beaucoup pouvoir terminer la saga La Sève et le Givre de Léa Silol cette année, lire le 4e tome qui est paru. Ça m'enchanterait parce que c'est une saga qui m'a beaucoup plu. Le premier tome reste certainement une de mes plus belles lectures de 2020 et une de mes plus belles lectures de ces dernières années. Le 2e tome moins, le 3e encore moins, donc j'espère que le 4e va un petit peu remonter mon avis sur la saga au complet. Maintenant j'en viens à une de mes grandes passions dans la vie, qui est la littérature médiévale. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, notamment tout ce qui touche à la légende arthurienne, à la matière de Bretagne. J'espère pouvoir cette année vraiment aller plus loin dans mes lectures des réécritures de la légende arthurienne, mais mis à part mes lectures de la légende arthurienne, j'aimerais beaucoup découvrir 2 textes médiévaux, dont le fameux Aucassin et Nicolette, oui monsieur, qu'a présenté Adoria cette année, qui est une de ses plus belles lectures de 2021. J'ai eu la chance de le trouver d'occasion à Emmaüs celui-ci, donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Ça va nous raconter une histoire d'amour au Moyen-Âge, amour courtois. Mais moi ça me parle tout simplement, l'amour courtois, c'est ma passion. Et donc j'en viens à ce livre qui est La Dame à la licorne et le beau chevalier. Pour celui-ci, je vous lis la 4e de couverture. C'est l'histoire d'un amour interdit. Mariée, la belle dame est partout suivie par la licorne, animal magique gardien de son honneur. Mais elle s'éprend du beau chevalier au lion. Clandestine, leur histoire se confronte à maintes épreuves. Les amoureux doivent prouver leur valeur et la constance de leur cœur. Duel et bataille, trahison et délivrance, flore fabuleuse et bestiaire imaginaire, entre ces pages un monde féerique nous appelle à l'aventure. Joyau de la littérature médiévale, ce texte mythique se lit comme résolument contemporain. Il explore la question du genre et éclaire la notion de consentement grâce au personnage de la dame, maîtresse de son destin. Jamais encore traduite, cette œuvre du XIVe siècle, composée en moyen français, sort aujourd'hui de la nuit. C'est un livre que j'avais trouvé chez Cultura l'année dernière, totalement par hasard. Moi c'est le titre qui m'a frappé parce que j'aime beaucoup le tableau, la tapisserie de la Dame à la licorne, tout cet ensemble là. Oui monsieur. J'aimerais beaucoup continuer ma découverte de l'autrice Maïssa B. Son roman Au commencement était la mer est certainement une de mes plus belles lectures de 2021, une des plus marquantes. C'est une autrice algérienne et féministe très engagée qui parle de son pays, de la femme, dans une langue
magnifique pour une contemporaine, on va dire. Donc j'ai chez moi Entendez-vous dans les montagnes, donc j'aimerais pouvoir lire celui-ci en 2022. Dans le même genre, j'aimerais beaucoup continuer, oui, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, Isabelle Sorante que j'avais découvert en 2021 avec Le complexe de la sorcière. Si jamais vous avez lu d'autres romans d'Isabelle Sorante, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré, parce que j'avoue que je sais pas trop par où commencer avec Isabelle Sorante après Le complexe de la sorcière. Niveau poésie, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais une de mes plus belles lectures, ça a été Je serai le feu, l'anthologie de Digli. Donc je veux absolument découvrir plus d'autrices cette année et continuer notre rituel du soir avec mon amoureux, qui est de se lire des poèmes à haute voix, des poèmes pour l'instant exclusivement de poétesses. On a déjà lu là cette année Les Pipeaux de Rosemonde Gérard, qui a été un recueil magnifique. On a lu Le retour de Lilith de Joumana Haddad, et là on va certainement se pencher sur Quelqu'un plus tard se souviendra de nous, qui est une anthologie de poétesses aussi publiée chez NRF. Et j'ai aussi envie de découvrir moult d'autres poétesses qui sont présentes dans Je serai le feu. Si jamais une vidéo axée exclusivement autour des poétesses vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous la faire, et pourquoi pas vous la faire à deux, celle-ci. Côté auteur que j'ai très envie de découvrir, on reste un peu dans la poésie avec un recueil de Jean Cocteau. Celui-ci, c'est Vocabulaire plein champ, c'est ses poèmes de 1922 à 1946. Cocteau, l'année dernière, il y avait eu toute une série d'émissions dans la Compagnie des œuvres qui n'existe plus sur France Culture, et Cocteau, c'est un réalisateur qui me touche beaucoup, en tout cas moi j'aime beaucoup ses films, donc j'aimerais découvrir sa plume maintenant, autre que au théâtre, donc j'aimerais découvrir sa plume de poète, j'aimerais découvrir aussi ses romans, voilà, donc c'est un des auteurs que j'aimerais découvrir si j'ai l'occasion en 2022. Je pense que si jamais une auteurice reprend au mois de juin, je me pencherai certainement sur Cocteau. Là, je vous présente une autrice classico-classique qui fait partie de mon panthéon d'autrices de toute l'histoire de l'humanité, c'est Mary Shelley, que j'ai déjà lu et dévoré à l'adolescence avec Frankenstein. Il y a quelques années, j'avais lu son magnifique journal Que les étoiles contemplent mes larmes, et là cette année pareil chez Cultura à tout hasard j'ai vu qu'ils avaient sorti en poche un roman de Mary Shelley qui s'appelle Le dernier homme, donc je me suis jetée dessus sans même vraiment me pencher sur le résumé, en me disant juste qu'il fallait que je lise des ouvrages de Mary Shelley pour un petit peu la faire connaître pour autre chose que son Frankenstein. Je vous lis le résumé. Lionel Vernet est le dernier homme. Accablé par la mort de son père, ancien ami du roi d'Angleterre, tombé en disgrâce et réduit à la pauvreté, Vernet abandonne sa jeunesse à l'esprit de revanche et à la violence, avec tendrement enfoui une lueur d'amour pour sa sœur Perdita. Arrivent dans le voisinage au château de Windsor les enfants royaux Idris et Adrienne. Leur rencontre préside au bouleversement de leur vie, chacun révélant à l'autre sa véritable nature. Puis survient la terrible nouvelle, la peste a fait son apparition et progresse. Exacerbant passions et sagesse, le fléau met chaque homme en face de son destin. Voilà, et puis je me dis, en pleine pandémie mondiale, lire des romans qui parlent de la peste, de pandémie aussi, c'est pas mal, c'est dans la thématique. Oh oui, oh oui. Une autrice que j'aime particulièrement et qui me touche, c'est Virginia Woolf. J'avais lu en 2020 son roman Les Vagues et son essai Un lieu à soi, qui m'avait... Oui, voilà, tout à fait, qui m'avait énormément parlé. Les Vagues est certainement mon roman préféré de Woolf pour l'instant. J'aimerais aussi découvrir ses lettres qu'elle a écrites avec Vita de Sakerville, que j'ai en ma possession. J'aimerais beaucoup lire le journal aussi de Virginia Woolf. Mais Virginia Woolf, au niveau de ses romans, c'est 1 sur 2 que j'apprécie. J'en ai 2 pour l'instant qui attendent dans ma palle. On a Les Années qui attendent et on a Vers le phare. Et j'avoue que je ne sais pas par lequel continuer ma découverte des romans de Virginia Woolf. Donc si vous avez lu Les Années et Vers le phare, ou si vous avez lu l'un des deux, n'hésitez pas à me dire en commentaire pareil par lequel selon vous je dois continuer ma découverte de cette autrice. Du côté des classico-classiques que je n'ai pas lu, il y a L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. C'est un roman dont je pense beaucoup ont entendu parler. J'ai vu le reportage récemment sur Arte autour du procès de Lawrence et de la publication de son ouvrage qui a été censuré au Royaume-Uni puisqu'il est paru au début du XXe siècle, et que c'est un roman parlant du plaisir féminin, du désir féminin dans une relation. C'est l'histoire de Lady Chatterley, qui est une femme mariée, qui n'est pas à l'image de Madame Bovary, une femme malheureuse en mariage, et qui va
avoir un amant. Je sais qu'il existe 3 versions de l'amant de Lady Chatterley. Je ne sais pas quelle version j'ai en ma possession puisque j'avais trouvé cette édition dans une boîte à livres et je l'avais prise, donc je verrai bien. Je pense qu'on va descendre nous. Ouais, je pense qu'on va descendre. C'est tout à fait décousu hein, comme ordre. J'ai posé juste mes livres dans une petite pile là, donc j'ai pas fait ni de genre, ni au niveau chronologique, tout ça. Non, je prends comme ça vient. Là, j'aimerais beaucoup découvrir le recueil qui a été fait par les Belles Lettres autour de la famille Brontë. Oui, tu reviens! Eh ben oui, bien sûr! Donc c'est un ouvrage qui reprend tout ce qu'avaient écrit les frères et sœurs Brontë quand ils étaient enfants et adolescentes. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la famille Brontë, tout de même, c'est une famille très prolifique. Ce sont des enfants de pasteurs, Charlotte, Emily, Anne et Branwell Brontë. On connaît surtout les 3 sœurs, on connaît surtout les 2 plus grandes qui sont Charlotte Brontë pour son Jane Eyre et Emily Brontë pour ses Odes de Hurlevent. Et en fait avec leurs frères, avant de publier, ils avaient fait toute une saga familiale qui se racontait le soir autour du feu, qui se lisait entre eux, et ça s'appelle Le Monde du Dessous. Ça a été traduit là en français très récemment. La 4e de couverture, c'est: nous avons tissé une toile à l'enfance, une toile aérienne et ensoleillée, et dans la prime enfance détecter une source d'eau fraîche et non souillée. C'est Charlotte Brontë qui écrit ça, et donc c'est par rapport à tout le monde qu'ils avaient créé tous les 4 ensemble quand ils étaient enfants. Et moi ça me parle beaucoup parce que si vous ne le savez pas, avec ma soeur nous avons une compagnie de danse-théâtre, et en fait on a continué, si vous voulez, en étant adulte, ce qu'on faisait en étant enfant, qui était d'inventer des histoires et de les jouer de A à Z, de se les inventer, de se les raconter, de les vivre. Et donc tout ce qui est création fraternelle, sororelle, c'est quelque chose qui me parle énormément, qui me touche beaucoup. L'histoire de la famille Brontë me touche énormément. J'avais lu une biographie de la famille il y a quelques années. Je suis une fan inconditionnelle des Odes de Hurlevent d'Emily Brontë. Je n'ai encore jamais lu Anne Brontë, elle fait partie des listes des auteurs, autrices que je dois découvrir à un moment dans ma vie. Donc voilà, donc je suis très curieuse de pouvoir lire enfin Le Monde du Dessous. Alors mâchonnée par monsieur ici présent, j'ai très envie de relire La Confession d'un enfant du siècle de Musset, que je n'ai pas lu depuis plus de 10 ans puisque je l'ai lu quand j'étais au lycée, et très envie de lire Elle et lui de Sand. Sand Musset, c'est certainement mon couple d'auteuristes qui me touche le plus. J'ai lu cette année, j'ai lu cette année le roman de Venise qui n'est pas un roman mais qui est une compilation de leurs lettres. Qu'est-ce que tu fais? Des extraits de leurs journaux intimes et des extraits de lettres de leurs proches. J'avais déjà lu toute leur correspondance quand j'étais bien plus jeune. Et en fait, j'aimerais cette année lire, suite à ma lecture du roman de Venise, ma relecture de leur correspondance, le roman que chacun a tiré de leur histoire. Une autrice que j'ai particulièrement envie de découvrir cette année et dont j'ai commencé la lecture fin janvier, c'est Joyce Carol Oates avec son roman Les Maudits. C'est une autrice très prolifique, très connue, dont j'entends énormément parler depuis quelques années, notamment par Sorcière Misandre sur Instagram, je crois que c'est ça son compte, qui avait fait tout un post en 2021 sur les romans de Oates et qui l'a décrit comme une autrice de romans gothiques américaine du XXe siècle. Alors, les autoristes américaines, c'est pas trop ma passion, mais les romans gothiques, si. Donc avant de me pencher sur son énorme saga Belle Fleur, sa saga familiale américaine, t'arrêtes toi, j'ai envie de lire Maudit. Oui, t'as des choses à dire sur les livres que t'as croqués peut-être? Monsieur Scrooge est parti parce que vous n'auriez entendu que des wawas jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous disais donc que je suis pour l'instant complètement charmée par Joyce Carol Oates avec Maudit. Ça a vraiment des airs du Dracula de Bram Stoker. Il y a des moments, il y a des passages qui réécrivent vraiment Dracula, où on a des gros clins d'œil quand on est des lecteurs, lectrices assidus de Stoker et de tout ce qui touche autour du vampire et des romans gothiques. Là c'est fait délectablement. J'ai du mal avec les auteuristes contemporaines qui écrivent des romans gothiques, mis à part Louise Le Bars avec Vers de Lierre. Pour l'instant j'y avais pas du tout trouvé mon compte, et là c'est tout aussi bien que Vers de Lierre. Écoutez, donc c'est tout de même, c'est à signifier. Je vous avais parlé aussi de Neige de printemps de Mishima en 2021, ça avait été grâce à Anastasia et à son mois autour de la littérature japonaise, enfin autour du Japon, de la culture nippone. J'avais enfin découvert Mishima, que j'ai adoré avec Neige de printemps.
Et comme pour l'instant je me suis promis de ne pas lire tout d'un coup les 4 tomes de la tétralogie de Neige de printemps, il faut que je pioche un petit peu d'autres Mishima. J'avoue que le Pavillon d'or, comme tout le monde en parle, et ben moi j'ai pas très envie de le lire pour l'instant, je préfère un peu oublier tout ce que j'ai entendu sur le Pavillon d'or pour le redécouvrir plus tard. Donc j'ai choisi la musique de Mishima pour l'instant. Si jamais vous avez d'autres Mishima à me recommander, pareil, n'hésitez pas à me les dire. Et Reiko n'entend plus la musique, autrement dit elle est incapable de trouver du plaisir sexuel. Le docteur Shiomi nous conte son histoire et nous entraîne avec une joie non dissimulée dans les choses trappes de l'univers mental de la jeune mythomane. Écoutez, ça a l'air pas mal, ça a l'air assez intéressant. Rien que cette métaphore autour de la musique pour parler du plaisir-désir sexuel, je trouve que c'est tout à fait intéressant et je suis très curieuse en fait de découvrir ce que fait Mishima de tout ça. Autre auteur que j'aimerais découvrir, puisque j'ai 2 de ses ouvrages dans ma palle, c'est Alberto Manguel. En 2021, au printemps, j'ai eu une passe où j'avais très envie de découvrir Alberto Manguel parce que j'avais vu un de ses livres chez ma bouquiniste, j'ai écouté un de ses podcasts sur France Culture. C'est un monsieur qui est très cultivé, qui est passionnant à écouter. Et donc j'ai en ma possession La Cité des mots. Donc là ça nous dit: invite à réfléchir aux différentes manières de bâtir une société. Alberto Manguel dresse à la lumière de son impressionnante culture littéraire de fascinants parallèles entre les réalités individuelles et politiques du monde actuel et celles que prennent en charge depuis toujours le mythe, la légende et le récit. Plutôt que de s'en remettre à des autorités prétendument compétentes, il propose d'écouter les visionnaires, poètes, romanciers, essayistes ou cinéastes dont les œuvres, parce qu'elles acceptent d'assumer l'humain dans toute sa complexité, montrent la voie vers une communauté plus juste et plus durable. Et l'autre, de la curiosité, ce sont donc plutôt des essais littéraires. C'est la curiosité a de tout temps été considérée à la fois comme le moteur de notre désir de connaissance et comme un vilain défaut. La grande question du pourquoi n'a cessé tout au long de l'histoire de l'humanité de se décliner. Pourquoi le mal existe-t-il? Mais aussi, qu'est-ce que la beauté? Qu'en est-il de ce qui définit notre identité? Quelle est notre responsabilité ici-bas? Alberto Manguel nous raconte comment il a assouvi sa propre curiosité par le commerce incessant qu'il a entretenu avec les livres. Chaque chapitre est dédié à un penseur, à un artiste, à un homme de science ou à quelque autre figure tutélaire ayant inventé une nouvelle façon de poser la question pourquoi. Donc il va nous parler de Thomas d'Aquin, David Hume, Lewis Carroll, Rachel Carson, Socrate. Donc côté récit biographique, autobiographique, très envie de lire Je suis une sorcière de Valeska Gert, kaléidoscope de ma vie. Valeska Gert, c'est une danseuse du XXe siècle allemande qui a révolutionné un petit peu le monde de la danse, donc ça rentre dans le cadre de mon travail et de mon spectacle qui sera autour de la figure des sorcières. J'ai oublié tout à l'heure, quand je vous ai parlé des recueils de poèmes que je voulais lire de poétesses, il y a aussi le fameux 8 siècles de poésie féminine par Jeannine Moulin. C'est une anthologie dont parle énormément Digli dans Je serai le feu, que j'ai eu pour Noël de la part de mon amoureux. Donc pareil, et en plus cet exemplaire là est annoté par la personne qui l'a eu avant ou par les personnes qui l'ont eu avant. Il y a des endroits qui sont surlignés, qui sont annotés, on a des plus. Il faut savoir que moi je note aussi, j'annote mes ouvrages en faisant des plus comme ça, ou des plus donc là la dédicace que j'avais, c'est à mamie, à ma muse. Pourra-t-il compenser un peu tous ces poèmes d'amour que je n'ai pas su lui dire en 4 ans où nos vies se sont fondues? JD, mai 75. Déjà là c'est quand même toute une histoire et ça me parle, enfin ça me touche beaucoup en fait de pouvoir découvrir ça. Côté littérature, à nouveau de l'imaginaire et littérature francophone de l'imaginaire, moultement envie de découvrir Une couronne d'os et d'épines par Émilie Norsken qui est publiée aux éditions Les Trois Nornes, que vous connaissez si vous êtes sur le booktube français et si vous connaissez un petit peu les booktubeuses qui parlent beaucoup de l'imaginaire, puisque c'est Lorraine des mots de l'imaginaire qui a ouvert sa maison d'édition l'année dernière, ou il y a déjà peut-être 2 ans, et aux Imaginales cette année, j'ai eu la chance et de rencontrer Lorraine et de pouvoir parler avec elle et de rencontrer l'autrice Émilie Norsken. La couverture de ce roman est magnifique, le travail éditorial est somptueux, vraiment. Et ça, écoutez-moi, une fantaisie française comme ça, avec le titre Une couronne d'os et d'épines, une couverture comme ça,
Forcément, ça parle à cette adolescente en moi, un peu gothique, un peu torturée, tout ça. Et le résumé nous dit: servir le royaume, qu'importe le prix, qu'importe le moyen. Bien au nord sur le royaume de Kneim. Alors forcément, il y a des noms de fantasy, donc je ne sais pas les prononcer. Les dieux, les anciens et le os veillent. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciales du dieu Wyrn, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame des conquêtes du feu dirigeant sanguinaire. Neyla appartient au sang sombre, la chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau elle devra devenir. Elle doit rejoindre cet ordre de femmes pour devenir les yeux et les oreilles du roi des os. Ingvar le juste, guidé par la reine des corbeaux, Frigirann, Neyla devient Na, son héritière. C'est féministe, c'est engagé, c'est inclusif, donc écoutez, moi je dis oui, c'est un grand oui. Envie de découvrir Georges Bataille avec son Madame Edwarda. Je sais que Bataille, bon, c'est un peu spécial comme auteur à découvrir. Je m'en doute puisque Madame Edwarda a inspiré la nouvelle de Vincent Tassi, Mademoiselle Edwarda, qui est une très très belle nouvelle vampirique. Bon, elle a inspiré en tout... Enfin, le nom Edwarda a inspiré le personnage de Mademoiselle Edwarda dans la nouvelle de Vincent Tassi, mais donc très envie de découvrir Madame Edwarda. De plus, vous ne le savez pas sur la chaîne, mais en 2021, j'ai vu pour la première fois de ma vie Before Sunrise, qui est directement rentré dans le classement de mes films préférés. Et dans Before Sunrise, Julie Delpy lit un roman dans le train qui est exactement celui-ci. Enfin, elle lit un livre et ce livre c'est celui-ci, c'est ce recueil de Georges Bataille. Donc, c'est tout. Je suis influençable, que voulez-vous. Envie de poursuivre ma découverte de Naguib Mahfouz avec L'amante du pharaon. C'est un récit là de fantasy égyptienne, en tout cas dans les littératures de l'imaginaire. Donc Naguib Mahfouz qui écrit de la fantasy égyptienne au temps des pharaons. Moi je dis un grand oui. J'en ai parlé avec l'une d'entre vous sur Instagram qui a dit que c'était une de ces très très belles découvertes de 2021. Donc ça nous dit: courtisane du beauté inouïe, Rhodopis a un cœur de pierre. Lorsque son regard croise celui du jeune pharaon Ménré II, elle est parcourue d'un étrange frisson. Que lui arrive-t-il? Cette passion dévorante détourne peu à peu le roi de ses devoirs et remet en cause le fragile équilibre politique du régime. Une fabuleuse histoire aux airs de conte des mille et une nuits. 2022, cette année c'est la bonne, au moins pour le premier tome des Misérables que je pense je vais vous proposer de lire en lecture commune sur Barocco Lecture au mois de février là je pense. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi et on commencera la lecture tous tout ensemble. Vous connaissez mon histoire avec les Misérables, c'est le seul livre dans la bibliothèque maternelle que je n'ai pas lu parce que ce sont donc les exemplaires de ma maman des Misérables. Moi je l'ai en 4 tomes ce roman et quand j'étais enfant mais ça me faisait tellement peur de voir ce livre comme ça épais, les 4 tomes les uns au-dessus des autres, que j'ai jamais réussi à le lire. Pourtant Victor Hugo est certainement mon auteur classique préféré, un de mes auteurs favoris de tous les temps. Notre-Dame de Paris, bien sûr, ses pièces de théâtre, ses recueils de poésie, mais jamais, 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 au grand jamais, je n'ai lu Les Misérables, alors que Johanna de Sans Fioriture et Calliope voilà, c'est un de ses livres préférés de toute l'histoire de sa vie. Donc je sais qu'il faut que je lise Les Misérables, et cette année, promis, c'est la bonne. On passe un petit peu côté philosophie, incroyable, je ne vous ai jamais parlé de philosophie, si ce n'est en 2021, avec le livre d'Épicure, Les Lettres à Ménécée, je ne sais déjà plus le nom, et j'ai envie un petit peu de tout doucement lire des auteurs de philosophie, mais ça me fait très peur parce que la philosophie j'y comprends rien. Je me sens très bête quand je lis de la philo, je l'ai déjà dit, mais moi j'ai l'impression que la philo c'est pas pour moi. Mais après avoir découvert quelques chaînes de vulgarisation philosophique, ça va, je commence un petit peu à comprendre, avec l'émission Les Chemins de la Philosophie aussi, des choses un petit peu que je commence à saisir dans cette matière très étrange, qui ne m'a pas du tout plu au lycée, où je n'ai pas eu du tout un bon professeur, un bon pédagogue pour m'y mettre. Donc, très envie de lire 2 ouvrages en philo cette année, Les Pensées de Pascal. Voilà, parce que j'avais lu quelques extraits quand j'étais plus jeune et ça m'avait parlé, et là je l'ai trouvé dans une boîte à livres, donc très très envie de lire Les Pensées de Pascal. Je suis sûre que je vais adhérer à la pensée de Pascal, aux pensées de Pascal, et aussi envie de lire Le Gai Savoir de Nietzsche. Parce que je crois que ça parle de l'art, je crois que ça parle aussi de la maladie, tout ça, donc je me dis
pourquoi pas découvrir Nietzsche avec Le Gai et Savoir plutôt que de commencer par Ainsi parlait Zarathustra et tout le reste. Voilà. Pour terminer, pour clore cette longue vidéo sur mes envies lecture de 2022, très envie de découvrir Aulus de Zoé Cosson, dont a parlé Digli aussi dans sa vidéo sur ses meilleures lectures de 2021. On n'a qu'un an d'écart avec Zoé Cosson, elle est plus jeune que moi d'1 an, c'est son premier roman, il est publié chez l'Arbalète Gallimard. Voilà, donc j'ai envie de dire, on s'incline un petit peu dans ces moments-là. Ça nous dit, Aulus est une station thermale des Pyrénées construite à la belle époque qui ne compte plus aujourd'hui qu'une centaine d'habitants. Depuis son enfance, la narratrice y vient chaque année. Elle réside dans l'hôtel désaffecté que son père a acheté un jour aux enchères, point de départ de ses randonnées. Dans le village et sur les chemins, la narratrice écoute, regarde et recueille habitudes et histoires des Aulusiens. La météo, l'ours, la centrale plantée sur une rivière, les élections. Elle en fait un récit, celui d'un écosystème fragile où hommes et nature cohabitent comme ils peuvent, où une ancienne mine pollue dangereusement la montagne, où tu menaces de se défaire malgré la force millénaire de la roche omniprésente. Un récit actuel, métaphore de notre époque en perpétuelle rupture d'équilibre. Ayant moi-même grandi à la campagne, ça me parle. Habitant aujourd'hui dans une région de montagne, c'est quelque chose qui me parle de voir ces villes qui avaient quelque chose de florissant au moment de la belle époque, au moment aussi des cures thermales, et les voir se dégrader et voir ces habitants qui sont là, qui sont dans une ville qui était riche mais qui ne l'est plus aujourd'hui, qui tombe à l'abandon. Ça me touche. Voilà, donc je suis très curieuse de découvrir ce roman cette année. C'est tout, entre guillemets, pour ma vidéo envie lecture de 2022. J'espère qu'elle n'arrive pas trop tard pour vous, qu'elle vous intéresse toujours. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les ouvrages que vous avez envie de découvrir en 2022. Je vous embrasse et je vous dis, j'espère, à très vite pour une prochaine vidéo.